Europe 1, 6h46, Thomas Soto. Et c'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour Le Monde, Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. C'est quoi ce micmac ? Ce matin, aujourd'hui en France, donne le ton en posant cette question. Ça concerne bien sûr le micmac sur la primaire de la gauche. Même si aucun candidat ne s'est plaint, le premier tour reste entaché, écrit le journal, par l'incompréhensible cafouillage autour de la participation et des résultats. Un parfum de triche sur la primaire qui fait aussi la une de l'opinion et inspire Cac, le dessinateur maison. Thomas Clé et Jean-Christophe Cambadélis, les organisateurs de cette primaire, portent tous deux un magnifique bonnet d'âne. Nous pouvons déjà certifier que la primaire de la gauche a rassemblé un total de 7 candidats en hausse de 17% par rapport à celle de 2011, affirme le premier. Et le patron du PS de conclure autant que la droite. Donc voilà, ça c'est pour la forme. Sur le fond, vos journaux ne sont pas moins sévères. Le Monde, à Montval, fracture ouverte au PS. La Croix, la gauche, famille décomposée. Le Figaro, à Montval, le duel tourne au règlement de compte. Benoît Hamon, le compte est presque bon, titre Libération. Manuel Valls, en marche vers la sortie, s'amuse l'humanité. À part ça, dans Aujourd'hui en France, vous lirez une enquête passionnante et dérangeante, ce que deviennent les prêtres pédophiles. Le journal en a recensé 29 de ces prêtres prédateurs, comme il les appelle. La plupart ont abusé d'enfants de moins de 15 ans. Moins d'un tiers ont perdu leur statut de prêtre et quand ils ont été renvoyés de l'état clérical, il n'est pas rare qu'ils soient réembauchés avec le costume de salariés laïcs dans les services administratifs de leur diocèse. Parmi ces prêtres pédophiles, il y a Jacques, le prénom a été changé, Jacques qui témoigne « Je me méfie toujours de moi-même, je suis soigné, oui, mais je ne suis pas guéri parce qu'on ne guérit pas de la pédophilie. » On est mal à l'aise quand il semble minimiser la gravité et les blessures à vie provoquées et qu'il met, et je le cite, sur un pied d'égalité la douleur de ses anciennes proies et la sienne. La pédophilie nous a détruits, elle, les victimes donc, comme moi. Il met aussi en cause l'Église qui n'a jamais su l'aider, dit-il. Les quelques fois où j'ai tenté de parler, je n'ai jamais eu de retour. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale ce matin. Et la Voix du Nord voudrait bien pouvoir respirer. Qualité de l'air de niveau 10 dans la région. Très mauvais. Du coup, à Lille, le ticket pollution dans les transports en commun sera mis en place aujourd'hui. 1,60 €, trajet illimité pour la journée. Attention, danger dans le bien public ce matin. Ne marchez pas sur les lacs gelés. Petit rappel des pompiers, alors que nombreux sont ceux à avoir tenté l'expérience au cours du week-end dernier. Sur le lac Kyr à Dijon, c'est une folie de faire ça. C'est une folie de marcher sur les lacs gelés. Voilà. La France se fait mousser à Lyon, se réjouit le Progrès. 8e titre de champion du monde de pâtisserie et la création des 4 chefs sur le thème du rock vaut le coup d'œil. Un guitariste et un batteur tout en muscles et coiffure déjantée. On vous a mis la photo sur Twitter. On aurait préféré que vous nous en apportiez un morceau. L'histoire du jour, c'est celle d'un taxi miraculé, Marion. Récit à peine croyable dans Paris-Normandie ce matin. Le témoignage de Pascal, 54 ans, qui le 10 décembre dernier s'est fait tirer dessus par un client qui ne voulait pas payer la course de 75 €. Une balle en pleine tête. 3 jours de réanimation, 2 opérations. Certes, le gaillard d'1,90 m pour 100 kg a perdu un peu d'audition. Il mange encore difficilement. Il est obligé de voir un kiné régulièrement. Mais aujourd'hui, il envisage déjà de reprendre le volant en mars prochain. Les médecins m'ont dit, raconte-t-il, que j'avais une chance sur 10 millions d'être encore en vie. Incroyable. Aujourd'hui, il est bien là. Certes, cette balle est toujours logée dans sa boîte crânienne. Trop risqué de la retirer. Une nouvelle opération est tout de même programmée pour vendredi prochain. En attendant, Pascal a déjà choisi son taxi. Ce sera la même voiture, mais en gris clair. La précédente était gris foncé. Et entre ce coup de feu et un accident peu de temps avant, je suis peut-être devenu, conclut-il, un peu superstitieux. Quelle force morale quand même de remonter dans son taxi après avoir vécu ça. C'est donc une histoire que nous raconte Paris-Normandie ce matin. On ouvre la presse sud-coréenne avec vous, Sophie Larmoyer. Ça s'arrange pas en Corée du Sud. L'arrestation et la démission de la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, accusée d'avoir établi des listes noires d'artistes hostiles à la présidente Park. On se croirait presque en Corée du Nord pour le coup. Ouais, et l'agence de presse Yonhap précise que la Cour qui a pris la décision d'arrêter la ministre craignait qu'elle ne détruise des preuves. Ce qu'on lui reproche effectivement, c'est d'avoir participé à l'élaboration d'une liste de 9 473 noms, précise le quotidien The Seoul Times. Voilà, des acteurs, des chanteurs, réalisateurs, écrivains engagés, bref, des artistes identifiés comme étant de gauche, des soutiens du maire de Séoul, précise le journal. Le maire de la capitale, c'est un ancien avocat des droits de l'homme, farouche opposant de la présidente Park. Ce sont des personnalités qui avaient aussi critiqué la gestion de la présidence après le naufrage du ferry Seawall en 2014. Vous vous souvenez, il y avait eu plus de 300 morts. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour ces artistes ? Ils ont été mis sur
sur la touche ? Exactement, privé de subventions publiques par exemple, et même pire, des instructions auraient été données pour les intimider. Alors il faut voir le profil de la seconde personne arrêtée ce week-end. Il s'agit de l'ancien secrétaire général de la Maison Bleue, c'est-à-dire la présidence. 78 ans, Kim Ki-chun avait déjà servi le père de l'actuelle présidente qui était un dictateur. Et ce monsieur Kim, à l'époque, arrêtait et torturait les dissidents. Alors c'est pas le cas du tout aujourd'hui, mais les Coréens réalisent que la liberté de pensée et d'expression n'est pas du tout acquise dans leur jeune démocratie. Dis donc, c'est scandale sur scandale en Corée du Sud. Déjà, la présidente avait été destituée, vous nous le racontiez au mois de décembre, soupçonnée, je crois, de trafic d'influence, c'est ça ? Absolument, mais c'est en fait tout un système qui s'écroule. On peut dire que ça manquait sérieusement de rigueur démocratique dans l'entourage de la présidente Park. D'où cette photo publiée par l'agence Yonhap, un peu surréaliste dans notre culture occidentale. On y voit le vice-ministre de la Culture et les chefs de service du ministère sur une estrade, tous littéralement pliés en deux, regards au sol. C'était hier, le ministère s'excusait de ne pas avoir défendu la liberté et la créativité de l'expression artistique et annonçait la création d'un groupe de travail composé d'artistes cette fois-ci, chargé de veiller à l'avenir au respect de la liberté artistique. Cette photo, on vous la met, c'est vrai que c'est étonnant, sur notre site europe1.fr, c'est un acte de contrition, c'est absolument plaide coupable en quelque sorte. C'est très asiatique. La folle histoire du centre Pompidou, il a 40 ans le centre Pompidou et c'est sur France 2 à 23h10, c'est baroque. Oui, on continue à parler d'art avec ce centre Pompidou qui est vraiment né de la détermination de Georges Pompidou qui était absolument fan d'art contemporain. Vous allez découvrir notamment qu'il avait confié la décoration d'un salon de l'Élysée à un artiste qui était très connu dans les années 70 qui s'appelle Jacob Agam. Et alors la suite, c'est Édouard Balladur qui la raconte. Il y avait Georges Pompidou qui m'a dit « Ce qui m'amuse, c'est qu'aucun de mes successeurs n'osera l'enlever. » Bon, c'est une des choses qui a été faite le plus rapidement après sa mort. Voilà, alors le centre Pompidou, lui, aura un peu plus de chance. En plein cœur de Paris, sur un ancien parking, Pompidou imagine en fait un lieu où peinture, sculpture, cinéma pourraient côtoyer une bibliothèque, un restaurant. Il restait à construire ce bâtiment. Et ces trois jeunes architectes qui étaient totalement inconnus, qui remportent l'appel d'offres. Et c'est l'Italien Renzo Piano, qui est l'un d'entre eux, qui raconte la nature du projet. Dans toutes les villes du monde, il y a eu un moment donné un paquebot spatial qui a atterri. Il y a très longtemps, les cathédrales, les villes ne sont pas faites nécessairement de tout égal, tout. Non, mais il y a de temps en temps des accidents. Il y a des paquebots qui sont descendus du ciel. Le paquebot spatial, c'est génial comme expression. Descendu du ciel, exactement, magnifique. Hyper contesté, hyper critiqué, était baptisé par ses détracteurs la raffinerie, Notre-Dame des Tuyaux, le supermarché de la culture. Alors malheureusement, le président est mort avant l'ouverture du centre Pompidou. Valéry Giscard d'Estaing avait même tenté d'annuler le chantier. Et en fait, c'est Jacques Chirac, qui était Premier ministre à l'époque, qui a mis sa démission dans la balance pour que le projet... Il cherchait toutes les raisons pour essayer de démissionner. Mais là, il voulait vraiment que le projet conçu tel que l'avait imaginé Pompidou puisse voir le jour. Et c'était donc le 31 janvier 1977. Le documentaire est très ludique. Vous allez tout savoir sur ce centre qui accueille entre 5 et 6 millions de visiteurs par an. Le seul regret, j'aurais aimé entendre des artistes en fait raconter notamment leurs premières expositions. Voilà, ça manque un tout petit peu. Oui, il me faisait un peu peur quand j'étais petit, le centre Pompidou. C'est impressionnant. Ouais, moi, il me faisait un peu peur avec tous ces tuyaux. La folle histoire du centre Pompidou, c'est donc ce soir sur France 2 et c'est à 23h10. À demain, les kiosquières.